Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de La magie dans les détails, des vidéos où nous explorons l'univers de Harry Potter à travers les nombreux décors présents dans les films. Après le terrier, nous allons nous intéresser à un nouveau lieu emblématique de la saga, la Grande Salle. La Grande Salle est un lieu incontournable à Poudlard. Dumbledore y prononce en chaque début d'année son traditionnel discours, on y organise de véritables festins avec des quantités hallucinantes de nourriture, on y fête Halloween, Noël ou même la Saint-Valentin. Et la Grande Salle accueille de nombreux événements au fil des ans. Le club de duel, la cérémonie du tournoi des Trois Sorciers, le bal de Noël. Elle sert occasionnellement de dortoir en cas de danger, de gigantesques salles de vote, de salles de concert méconnaissables ou encore de salles d'examen particulièrement oppressantes. Et elle devient pour finir une véritable arène où se déroule l'ultime combat de la saga entre les forces du bien et du mal. Nous allons donc explorer les innombrables facettes de ce lieu, et pour cela commençons par aller voir l'envers du décor et découvrir les secrets de la conception de la Grande Salle. Tout d'abord, c'est un décor assez unique dans l'industrie moderne du cinéma, puisqu'il a été utilisé pendant 10 ans. Cette longévité est notamment due à la bonne idée qu'a eue le directeur artistique Stuart Craig lors de la construction pour le tout premier film. En effet, Craig choisit de recouvrir entièrement le sol du plateau de la Grande Salle de véritables dalles en pierre de York. Il aurait été beaucoup moins coûteux d'utiliser des matériaux habituels de décor comme le plâtre qui est ensuite recouvert de peinture, mais cette décision s'est avérée judicieuse puisque les dalles ont supporté le poids de tous les acteurs et les techniciens durant toutes ces années de tournage, là où la peinture serait partie bien avant. The Great Hall was the dining hall at Christ Church College in Oxford. We took the idea and the physical dimensions of that hall at Christ Church, and I think we improved on it, at least as far as the specifics of this movie are concerned. Stuart Craig s'inspire en effet du réfectoire du célèbre collège Christ Church à Oxford pour imaginer le décor de la Grande Salle. Cet endroit renvoyait pour lui l'image d'un collège britannique avec ses pans de murs boisés, ses hautes fenêtres, ses longues tables et ses bancs, et Poudlard est une institution très anglaise. De plus, lui et Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films, avaient pour volonté de trouver pour Poudlard une architecture qui évoque instantanément la majesté d'un lieu qui existe depuis des centaines d'années. Oxford, dont l'université date d'il y a presque 1000 ans et où de nombreuses autres scènes ont d'ailleurs été tournées, était donc l'endroit idéal. Craig choisit de conserver les dimensions de la salle de Christ Church, mais de modifier la disposition des fenêtres. Celles de Christ Church sont placées trop haut et elles seraient trop souvent sorties du cadre. Or, pour Stuart Craig, les fenêtres sont l'élément le plus important d'un décor, ce sont ses yeux. Il décide donc de les disposer beaucoup plus bas. Il est intéressant de voir que sur les dessins issus de Pottermore, la Grande Salle est illustrée selon l'architecture exacte de Christ Church. On y retrouve les hautes fenêtres ainsi que les tableaux accrochés sur le mur du fond, de même que le plafond. Car le plafond de Christ Church ne correspond pas non plus aux attentes de Stuart Craig. Il choisit donc de s'inspirer du plafond le plus médiéval qui soit en Angleterre, celui de Westminster Hall où siège le Parlement qui date du XIIIe siècle. Un écrin parfait pour accueillir l'élément peut-être le plus emblématique de la Grande Salle, son plafond magique. We want this to be unlike anything we've ever seen. We want to do things that are unlike anything that really you have no other filmic reference for. Joe Rowling creates these worlds. You don't have any filmic reference for a ceiling that reflects the night sky. It's not real, the ceiling. It's just bewitched. We didn't have anything to look at. Dans les romans, lorsque Harry entre pour la première fois dans la Grande Salle, on peut lire la réflexion suivante. On avait du mal à croire qu'il existait un plafond, on avait plutôt l'impression que la salle était à ciel ouvert. Les responsables des effets visuels expliquent qu'il fallait quand même avoir la sensation d'un toit. Avec Stuart Craig, ils ont d'abord envisagé de traiter le plafond comme si c'était du verre ou comme s'il était fait à partir du ciel. Une idée qu'ils jugent en fait impossible à réaliser. L'option qu'ils ont finalement choisie est de voir la structure presque fantomatique à travers le ciel. Ce concept art illustre le fonctionnement du plafond magique de la Grande Salle. Il serait comme une partie d'un globe inséré dans la structure du toit, qui tournerait sur lui-même pour suivre le déplacement des véritables étoiles dans le ciel. Le bas de ce globe fournit ainsi aux artistes numériques une limite où la représentation du ciel dans la Grande Salle s'estompe, et donc lorsqu'il neige ou qu'il pleut dans la Grande Salle, les flocons ou les gouttes disparaissent toujours sur la même ligne d'horizon. Un autre élément essentiel de ce décor, juste en dessous du plafond, ce sont les bougies flottantes. The floating candlesticks were a bit of a problem because we decided to do them practically as opposed to creating them in a CGI environment. So we
placed hundreds of floating candles above tables with tiny strings, and all of those candles had to be lit before each take, and all of them were on a sort of a pulley system where they moved up and down so they felt like they were floating, where we craned down through all of these floating candles. You couldn't see the strings. Everyone in the screening room applauded that day. It was just stunning. Malheureusement, les 370 véritables chandelles suspendues à des câbles ont dû être abandonnées après le tournage de cette toute première scène dans la grande salle, car les courants d'air poussaient les flammes sur les câbles qu'elles finissaient par casser et les bougies tombaient. Mais cela a permis aux artistes numériques de s'amuser par la suite avec la disposition des bougies, que l'on peut retrouver en forme de spirale à partir du troisième film ou encore enfermées dans des citrouilles pour Halloween. Quant aux immenses tables des 4 maisons, elles ont été fabriquées spécialement pour le film. L'ensemblière Stephanie Macmillan explique qu'il aurait été difficile de trouver 4 tables de 30 mètres chacune et tous les bancs qui vont avec. Le tout a ensuite été vieilli et l'équipe a encouragé les acteurs à graver des dessins ou leur nom dans le bois pour encore plus d'authenticité. Enfin, le dernier élément important du décor est le grand oriel que Craig choisit de placer au fond de la pièce, une fenêtre imposante qui finit de composer la silhouette de la grande salle. Observant ses propres choix stylistiques, il considère que c'est un décor avec une structure finalement très simple, qui serait devenu ennuyeux s'ils avaient fait dans la surenchère. I remember walking into this great hall the first time and just not believing it. It was just so amazing. It's a magic place to be. I mean, most sets are kind of literally all polystyrene and fake wood and everything, but a lot of the stuff that's in the Great Hall is real stone, real wood. We built a lot of fire into the Great Hall, so it just had this sense of warmth and magic. Une immense cheminée est installée sur un des côtés de la pièce et des gargouilles alignées tout le long des murs portent des grands flambeaux. Chacune représente un des 4 animaux emblématiques des maisons de Poudlard, le serpent, l'aigle, le blaireau, et ici pas seulement un lion, mais un griffon qui souligne davantage le nom de la maison qu'il symbolise. Les 4 maisons de Poudlard sont d'ailleurs représentées à de nombreuses reprises dans la grande salle. Le blason de l'école orne la cheminée, on les retrouve sur les grandes portes dorées ou encore sur la fresque occupant le mur au-dessus. Comme le montrent ces illustrations de Pottermore, les fameux sabliers décomptant les points attribués aux maisons sont situés dans le hall d'entrée dans les romans. Mais dans les films, c'est dans la grande salle qu'on les trouve. Stuart Craig révèle d'ailleurs qu'ils ont été à l'origine d'une pénurie de perles colorées dans toute l'Angleterre pour pouvoir les remplir. On trouve ici aussi un personnage indissociable de la grande salle et des 4 maisons de Poudlard, le chapeau magique. Sur le fameux tabouret où les élèves s'installent pour enfiler le chapeau, on peut d'ailleurs admirer d'autres animaux mystérieux qui semblent se suivre pour se rendre à Poudlard. Ces notes manuscrites de J.K. Rowling révèlent les différentes idées auxquelles avait pensé l'autrice pour la répartition des élèves. Un tribunal de fantômes, un comité de sélection composé de préfets, des devinettes, des statues, idée qu'elle réutilisera plus tard pour son texte sur l'école de magie américaine Ilvermorny, pour finalement trouver l'idée d'un chapeau parlant. J.K. Rowling aurait d'ailleurs fait l'éloge du décor de la grande salle et elle aurait dit en le visitant qu'elle avait l'impression de marcher dans sa propre tête. La grande salle va connaître de nombreuses transformations, mais sa fonction principale est, comme à Christchurch d'ailleurs, un réfectoire. I'll say 1, 2, 3 and action, the food appears. Set, 1, 2, 3, action! Pour le banquet d'accueil du premier film, Chris Columbus voulait un véritable festin pour coller à la description faite dans les livres. Ce sont donc de véritables rôtis, jambons et dindes avec tous leurs accompagnements qui ont été cuisinés et disposés sur les tables. Malheureusement, à cause de la chaleur des projecteurs, tout ça a vite commencé à sentir très mauvais, et même en changeant les plats régulièrement, impossible de se débarrasser de la puanteur. Dans le second film, toutes les scènes de repas ne montrent plus que les desserts, et à partir du troisième film, la plupart de ce qu'on voit dans la grande salle est de la fausse nourriture en résine, faite avec des moulages réalisés à partir de vraie nourriture congelée, ce qui a permis à l'équipe artistique de réaliser des sculptures de desserts assez incroyables. And remember, you're really enjoying the eating. Get eating. Action! When we were doing the dessert scene, there's these incredible towers of ice cream and these chocolate trifles, and I have to admit my mouth was watering throughout the whole scene, and just be told it was fake, made of plastic. It's incredible, and they do such a good job. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, un club de duel y est organisé par le professeur Lockhart. Pour l'occasion, les 4 grandes tables ont été enlevées pour ne laisser que les bancs alignés de chaque côté d'une grande estrade s'étirant sur toute la longueur de la salle. Cette estrade est ornée d'un grand tapis dont les motifs ont pour thème l'astronomie et qui pourrait matérialiser peut-être les règles d'un duel sous forme de cases.
Dans le troisième film, on assiste à une représentation de la chorale sur l'estrade du fond de la salle. Une anecdote amusante ici, que vous connaissez peut-être, Warwick Davis, qui incarne le professeur Flitwick depuis le premier film, est ici crédité au générique simplement en tant que sorcier. Il est donc juste le chef de chœur. Ce n'est qu'à partir du quatrième film qu'il incarnera à nouveau Flitwick, conservant alors ce nouveau look jusqu'à la fin de la saga. D'ailleurs, Flitwick se verra attribuer officiellement la fonction de chef de chœur en plus de professeur, comme on peut le voir lors du cinquième film. Toujours dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la grande salle est transformée en dortoir afin d'y réunir tous les élèves pendant que les professeurs tentent de capturer Sirius Black qui s'est introduit dans le château. Elle prend alors en quelque sorte la fonction de donjon de Poudlard, le lieu où tous ses occupants se réunissent en cas d'attaque. On peut y admirer une vue mémorable du plafond magique. Pendant cette nuit relativement stressante pour les élèves, il revêt une apparence synonyme d'apaisement et de sérénité, une image splendide de l'espace. Sur un concept art de cette scène, on peut voir que l'idée de départ était plutôt éloignée du résultat plus réaliste qui a finalement été choisi. On semblait avoir ici une représentation du cosmos qui rappelle la manière dont il est montré dans les atlas du ciel ancien. Un des plus remarquables est d'ailleurs le miroir d'Uranie. Il s'agit d'un ensemble de cartes du ciel imprimées sur du papier perforé à l'emplacement des étoiles, si bien que placées devant une source de lumière, elles permettent d'avoir une idée réaliste de ce à quoi ressemblent les constellations. Si le plafond lors de cette scène ne montre en effet pas de grands animaux mythologiques, il n'est pas non plus une image tout à fait plausible du ciel comme on pourrait l'apercevoir en dehors de la grande salle. Mais un peu comme le miroir d'Uranie, il montre à quoi ressemblent vraiment les merveilles du cosmos, bien qu'on ne puisse pas les voir de si loin. Le dessin sur le grand vitrail du fond de la salle semble être lui par contre dans le style de cette représentation imagée et symbolique de l'espace. On y trouve de grands serpents côtoyant de nombreux corps célestes, le tout rappelant par exemple les instruments intrigants que l'on peut trouver dans le bureau de Dumbledore. Avec le tapis du club de duel, les références à l'astronomie ne sont donc pas en manque dans la grande salle, et induisent ces notions de mystère, d'exploration et tout simplement de magie, puisqu'après tout, c'est bien de Poudlard qu'il s'agit. Dans le quatrième film, Harry Potter et la Coupe de Feu, un événement des plus marquants s'invite à Poudlard, le tournoi des 3 sorciers. La grande salle va donc être témoin de plusieurs épisodes importants. On y assiste d'abord à la cérémonie d'accueil des écoles de Beauxbatons et d'Ormstrong, durant laquelle la Coupe de Feu est présentée à tous, d'abord dissimulée dans un coffre doré recouvert de symboles et images mystérieux. On peut remarquer que pour l'occasion, des tables supplémentaires ont été installées devant la table des professeurs pour accueillir des nouvelles personnes qui pourraient être des membres du jury ou du ministère ou encore des congrégations des 2 écoles invitées. La coupe de feu est ensuite exposée dans la grande salle afin que les élèves des différentes écoles puissent y déposer leur candidature au tournoi. La salle est alors débarrassée de tout son mobilier, excepté les bancs qui sont empilés comme des gradins le long des murs. La coupe de feu est entourée par des enchantements matérialisés par un cercle argenté qui l'entoure et dont on peut voir les runes ayant servi à leur création sur le sol. Mais c'est à l'occasion du bal de Noël organisé lors du tournoi que la grande salle connaît sa transformation la plus remarquable. L'endroit est presque méconnaissable. Stuart Craig et l'ensemblière Stephanie Macmillan se demandent alors comment décorer ce lieu pour le rendre plus festif. C'est un endroit massif avec des maçonneries imposantes, mais il fallait en faire un décor de fête des plus raffinés. Comme le roman parle d'un palais de glace, Stephanie Macmillan a l'idée de rendre la salle argentée. Mais comme explique Stuart Craig, la peinture argentée est plate et pas du tout réfléchissante. Et si on ne fait pas attention, on dirait juste de la pierre grise à l'écran. Stephanie Macmillan décide donc d'acheter du lurex, un textile recouvert d'une couche métallique argentée, et d'en faire pendre sur les murs, autour des poutres, des fenêtres, et de s'en servir pour recouvrir les tables, qu'elle choisit rondes pour remplacer les traditionnelles longues tables de la grande salle. Walking into the set of the Yule Ball was absolutely amazing. Everyone had to pretend they were in awe when they came in, but I think it was really genuine actually. When I went in, I was absolutely gobsmacked. I cannot tell you how beautiful everything looked. Les sapins de Noël et les instruments de l'orchestre sont également tous en teintes argentées, et là où le feu est habituellement l'élément principal de la grande salle, il laisse ici sa place à la glace, jusque dans les braseros portés par les gargouilles. Les centres de table sont inspirés du pavillon royal de Brighton et sont faits de résine éclairée de l'intérieur pour ressembler à de la glace. Quant au menu de la soirée, c'est fruits de mer pour tout le monde. La grande salle se change ensuite en salle de concert lorsque le fameux groupe de Wizard Rock, les Bizarre Sisters, se produit à Poudlard pour l'occasion. Le fond de la scène est recouvert de dizaines de mégaphones en chrome d'où sortent des jets de fumée. Selon Stuart Craig, comme il n'y a pas d'électricité à Poudlard, tout marche à vapeur. Les instruments du groupe sont eux aussi dans les mêmes teintes argentées. On peut y voir une batterie aux cymbales transparentes, une cornemuse de presque 4 mètres de haut, une guitare à 3 manches ou encore un gros instrument à vent aux multiples tuyaux.
Au niveau du casting, ce sont Jonny Greenwood et Phil Selway du groupe Radiohead, ainsi que Steve McKay et le chanteur du groupe Pulp Jarvis Cocker qui ont été invités pour jouer les musiciens. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on trouve la grande salle transformée en salle d'examen lorsque les 5e années passent leur buse. L'endroit a été vidé d'absolument tout son mobilier habituel, remplacé par des dizaines de tables individuelles. Mais l'élément marquant de la scène est l'énorme balancier emprunté pour l'occasion à la tour de l'horloge, sûrement transporté jusqu'ici par un sortilège de lévitation plutôt costaud. Le pendule est orné de symboles étranges invitant à se questionner sur leur signification et leur rôle dans cet univers magique. En regardant bien, on peut même apercevoir de loin l'horloge d'où balance le pendule. Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, les élèves de 6e année ont la possibilité de participer à des cours de transplanage dans la grande salle, une scène que j'aurais vraiment aimé voir dans le film et dont on peut avoir un aperçu sur cette image issue de Pottermore. Dans le dernier film Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, on y assiste non plus à un club de duel, mais à un véritable face-à-face cette fois entre Rogue et McGonagall. Puis finalement, la grande salle devient un vrai champ de bataille où ont lieu de nombreux autres duels, avec notamment la victoire mémorable de Molly Weasley sur Bellatrix Lestrange. Mais le plus important d'entre eux, c'est bien sûr la confrontation finale entre Harry et Voldemort. Car oui, dans les livres, c'est bien dans la grande salle que se passe cet affrontement ultime. Dans un silence absolu, les deux adversaires se faisant face et tournant lentement dans un large cercle formé par une foule captivée, Harry expliquant calmement à Voldemort pourquoi celui-ci n'a rien compris, pourquoi son plan a échoué, et pourquoi il s'apprête à perdre le combat. Un instant plus tard, Voldemort est tué par son propre Avada Kedavra. Rien à voir donc avec le balai aérien et les effets spéciaux super creepy qu'on peut voir dans le film. Et non, dans le roman, Voldemort ne se transforme pas non plus en cendre de plastique moche, son corps s'écroule par terre puis est transporté dans une autre pièce, loin des survivants. Une fin que je trouve personnellement beaucoup plus marquante que la version des films, mais ce n'est que mon avis. En somme, on pourrait en fait considérer la grande salle comme une salle de spectacle, avec un public, les élèves, assis devant la scène dont le décor va changer entre chaque acte tout au long des 7 années passées à Poudlard. D'ailleurs, Dumbledore monte littéralement sur scène au début de chaque nouvelle année pour annoncer le programme. Cette salle est le théâtre d'événements majeurs et de nombreuses festivités. C'est un lieu où on est émerveillé, où on rit, on pleure, on chante, on danse, autrement dit, le véritable cœur de l'école. Notre visite de la grande salle arrive donc à sa fin, et pour conclure cet épisode, jetons un dernier coup d'œil à ce qui est pour moi un des éléments les plus marquants de l'école, le plafond ensorcelé. Car si la grande salle est le cœur de Poudlard, on pourrait dire que ce plafond est un peu son âme, une sorte de vortex insondable et mystérieux, reflétant l'humeur de l'école et des élèves placés en dessous de lui, mais qui semble même avoir ses propres émotions et son propre avis. Rappelez-vous l'arrivée du faux Alastor Mowgray au début du 4e film. Alors bien sûr, le plafond n'est censé représenter que le ciel tel qu'il apparaît au-dessus de l'école, mais j'ai quand même envie de le voir sous cet angle un peu plus poétique. Pour moi, il contribue, au même titre que la salle sur demande ou les grands escaliers par exemple, à faire de Poudlard un lieu vivant et magique. Ce deuxième épisode de La magie dans les détails est désormais terminé, j'espère encore une fois que la visite vous aura plu. D'ici une petite semaine ou deux sortira sur cette chaîne la vidéo bonus consacrée à la grande salle, mais peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elle sera déjà disponible. Si c'est le cas, vous trouverez le lien juste en haut et dans la barre d'infos. Si vous souhaitez vous attarder avec moi sur les innombrables détails surprenants que l'on peut trouver dans ce décor et sur les nombreuses références bien cachées dans l'image, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la magie se cache dans les détails.